Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Je vous propose d'accueillir pour ce nouvel épisode Carl Grant, qui est graphiste experte en digital learning. Ensemble, nous allons échanger sur le pouvoir du graphisme pour engager l'apprenant. Donc bonjour Carl et bienvenue sur le podcast Learn and Enjoy. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Bonjour Anne-Marie, merci pour cette invitation et j'espère que je vais vous apprendre plein de petits trucs de graphiste pour améliorer les visuels en digital learning. Ah, mais j'en suis sûre. Donc, ensemble, on va donc parler de l'importance de la prise en compte du graphisme dans la conception des modules de formation et de ce que cela apporte à l'expérience d'apprentissage. Mais tout d'abord, avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire donc qui tu es, quel est ton parcours, te présenter en quelques mots? Bon, alors moi, donc je suis graphiste, c'est-à-dire que j'ai un diplôme national en arts appliqués spécialisé en communication graphique. Et en fait, la particularité, c'est que dès le départ, j'ai toujours voulu essayer d'arriver à faire lire les gens les modes d'emploi pour arriver à les aider. Donc j'ai toujours eu ce côté vraiment de la communication pour la pédagogie. Et donc, j'ai travaillé à Montréal. En fait, c'est là-bas où j'ai été formée il y a 20 ans. Et ce métier-là, c'était, à l'époque, ça s'appelait web designer, spécialisé en e-learning. Donc voilà, à l'époque, on faisait des supports d'apprentissage sur CD-ROM et sur Internet. Internet, c'était la grande nouveauté. Voilà, C'était les débuts d'Internet, là, c'était les Ah, balbutiements pas d'Internet. en Amérique du Nord. En France, oui, mais en Amérique du Nord, non, puisque déjà en 1998, les enfants à l'école maternelle au Canada apprenaient à lire sur ce logiciel que tout le monde a connu qui s'appelle Adibou. Puis je vous raconterai un petit peu plus tard, parce que plus tard en France, j'ai travaillé sur Adibou. Donc à l'époque, on bossait sur des logiciels Director, et la grande nouveauté, c'était Flash, qui maintenant, on ne l'utilise plus. Maintenant, on va utiliser des iSpring, des Storyline, enfin voilà, d'autres logiciels, voilà. Et ça a un peu changé la donne sur les supports d'apprentissage tout de même, parce que ces nouveaux logiciels qui existent depuis finalement, Storyline, c'est que 2012, je crois, qu'il est sorti. Du coup, ces applications-là, contrairement à Flash et à Director, permettent aux concepteurs pédagogiques d'avoir tout de même embarqué déjà des visuels et des codes couleurs qui vont un petit peu aider, puisque auparavant, on avait vraiment le graphiste qui faisait toute cette partie-là. Moi, dans un tout premier temps, en fait, j'ai vraiment plus bossé sur des modules d'e-learning dans le domaine de la santé et de la pharmaceutique, mais c'était aussi dédié, alors pharmaceutique, et c'était vraiment pour les médecins ou des pharmaciens, voilà. Et puis aussi pour des grands publics, par exemple, comment utiliser de la vente en ligne pour des enfants asthmatiques, avec une partie un petit peu ludo-éducative. Et a posteriori, j'ai retravaillé en France, et quand je suis revenue travailler en France, je n'ai fait que du ludo-éducatif. Donc là, c'était justement du apprentissage des langues sur Adibou, Lapin Malin, mais aussi des jeux vidéo, et surtout du jeu vidéo dédié aux filles. Dans les années 2003-2005, il y avait encore très peu de jeux dédiés aux filles, donc c'était voilà, c'était très drôle parce que les jeux pour filles, c'était que des jeux pour animaux quasiment, donc les missions équitation, les missions vétérinaires, voilà. Et puis après, j'ai bossé sur des jeux Nintendo, DS ou Wii, où là, ça a été des karaokés, donc les YouSing, les Wii Dance, voilà. Donc ça, c'est un peu, voilà, toute mon expertise que j'ai, parce que vous vous doutez bien que arriver à garder la concentration d'un enfant
ou d'un adulte, ce n'est pas les mêmes techniques. Et il y a vraiment des techniques, parce que quand on utilise la terminologie «c'est intuitif», eh bien, une application, un module de formation est intuitif à partir du moment où on a réussi à guider l'apprenant. Alors, on peut le guider avec la voix, avec des phrases, mais aussi avec des choses visuelles. Un bouton, c'est une indication, comme le bouton dans l'ascenseur où on appuie pour monter à un étage. Le bouton suivant, c'est on passe à un autre étage, mais c'est une autre formulation. Et justement, du coup, tu nous parles, tu commences à nous parler un petit peu d'astuces. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les problèmes que tu retrouves fréquemment dans les supports de formation sur lesquels tu travailles? Alors, les problématiques sont quasiment tout le temps les mêmes. C'est que, eh bien, souvent on n'utilise pas les bonnes typographies. Parce que, en fait, quel que soit l'apprenant, il faut savoir que dans les groupes d'apprenants, il y a toujours des gens qui ont des difficultés à lire. Cette difficulté à lire, c'est que tout le monde ne lit pas à la même vitesse. Et que souvent, on a sur les supports d'apprentissage des phrases surtout des phrases qui apparaissent très très vite et sur lesquelles même moi, franchement, des fois, je prends le chronomètre juste pour regarder en combien de temps on a lu. Et souvent, c'est vraiment trop rapide. Et selon la typographie qu'on a utilisée, ce sera encore plus difficile à lire. Donc après, c'est toujours une question il faut penser, numéro 1, c'est qui est ma cible? Qui va être mon public d'apprenants? Et si c'est tout le monde, le grand public, ça aussi, ça a une prise en compte. Après, l'autre deuxième élément, ce sont les choix de couleurs, où souvent on a envie d'utiliser des couleurs parce que, je ne sais pas, le logo du prestataire va être sur des couleurs en particulier. Et puis, mais vraiment, souvent, il y a certaines couleurs qui ne fonctionnent pas à l'écran, qui fatiguent l'œil et du coup, qui va impacter sur la durée d'attention des gens, ce qui est assez compréhensible. Si vous avez mal aux yeux, si on est dehors et qu'on a des yeux bleus, on va mettre plus vite des lunettes de soleil que si on a des yeux de couleur foncée. Voilà, et ça fonctionne exactement la même chose sur l'écran. Après, toujours sur les textes, il y a en fait, et c'est valable pour les textes et pour les images, c'est qu'il faut vraiment respecter une espèce de hiérarchisation. Voilà, mais c'est comme dans un livre. Dans un livre, on a bien une couverture, on a des chapitres, le chapitrage, tout ça, c'est des choses qui paraissent, on se dit, oh, c'est trop scolaire, etc. Mais en fait, ça aide les choses. Les choses qu'on connaît, on va les assimiler plus vite, on va plus rapidement les comprendre. Et puis, je me pose souvent la question, mais pourquoi est-ce que dans ce module de formation, j'ai cette image qui apparaît? Le choix de l'image est importante et des fois, il y a des images où on ne trouve pas la bonne image et il faut se poser la question, est-ce que je la laisse tout de même ou est-ce que je ne mets rien? Mettre rien, en fait, souvent les gens, ils veulent absolument, pour chaque module, il faut mettre une image, etc. Et des fois, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas trouvé la bonne image qui fonctionne. Après, il y a des alternatives, c'est de faire un dessin, voilà, si on a un graphiste sous la main ou si on peut aussi essayer de dessiner soi-même, hein, voilà. Et des fois, de rien mettre peut aussi aider parce que le vide, ça peut aussi permettre la créativité de vos apprenants. Oui, ce que tu veux dire en fin de compte, c'est qu'il ne faut pas absolument chercher à illustrer chaque module de formation, qu'il faut absolument que l'image serve le propos en fin de Exactement, compte. exactement. Et puis, des fois, quand on ne trouve rien, donc soit on ne met rien, soit on peut juste mettre un mot. Après, moi, j'essaye d'utiliser beaucoup les icônes ou les pictogrammes, des choses extrêmement simples parce que finalement, l'esprit créatif de l'apprenant, puisque déjà, quand on apprend, on a
une partie du cerveau qui est une partie créative qui intervient. On n'est pas juste là on a l'impression qu'on est juste en train de recevoir, mais nos cerveaux, on est tous des créatifs. Eh bien, sur ces pictogrammes qui sont des simplifications d'éléments, permettent justement à chacun d'y projeter ce que lui-même va y voir dans son univers à lui. Je ne sais pas, j'imagine une pomme. Si je dois représenter une pomme, les apprenants, si je leur pose la question, il y en a qui vont imaginer une pomme rouge, d'autres une pomme verte, d'autres la pomme de Apple. Mais je vais aussi peut-être avoir un apprenant qui va imaginer une pomme avec juste son trognon de pomme et pas du tout. Donc finalement, est-ce que c'est encore une pomme? Voilà. Et c'est du coup, le pictogramme va pouvoir utiliser un peu cette créativité-là de chacun, sur lequel je trouve d'ailleurs souvent dans ces formations, dans nos supports de formation, on oublie un petit peu que oui, les gens peuvent être aussi créatifs et c'est drôle en fait parce que je trouve que c'est une chouette piste éducative aussi, laisser la créativité aux autres. Tu m'avais donné un exemple aussi que j'avais beaucoup aimé, c'était, enfin qui était parlant, je trouve. C'était l'exemple avec le téléphone, le Oui, pictogramme du tout à téléphone en fait. fin de Ouais, compte. tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu peux Voilà, alors en fait, nous le raconter? souvent donc même sur nos téléphones mobiles, aujourd'hui, quand on a un appel téléphonique, on a représenté le combiné du téléphone que nous mettions à l'oreille et avec, la voix off, ces téléphones qu'on a eus dans les années, 70, dans les années, 70. Ça, c'était 70 pour les Belges et les Suisses qui nous écoutent. Et Oui, oui, parce que voilà, nous ne l'avons pas dit au début, mais Karl vit en Belgique. voilà, moi en fait je suis une citoyenne du monde, donc voilà, donc j'ai vécu au Canada, en Suisse, en France, en Belgique, voilà. Et donc voilà, ce téléphone des années 70 donc qu'on utilise, on a quand même gardé cette iconographie, mais voilà, est-ce qu'elle va fonctionner pour tout le monde? Est-ce qu'on va plutôt utiliser un téléphone fixe, un vieux téléphone, voilà, avec encore le cadran qui tourne? Est-ce que c'est le téléphone fixe avec des touches? Est-ce que c'est le vieux mobile sur lesquels on avait encore l'antenne cathodique pour capter les ondes? Voilà, donc ça, c'est vraiment remettre les choses dans leur contexte. Et en fonction du public, on va pouvoir mettre d'autres choses, évidemment. Mais c'est toujours une réflexion très intéressante. J'avais aussi fait une représentation comme ça de comment on met une représentation d'un pictogramme sur des toilettes, des WC. Parce que, par exemple, dans un aéroport où on a une population étrangère de gens qui vont pas forcément parler la langue ou d'un enfant, dans certains pays, on ne va pas représenter les WC, les toilettes de la même manière. Et c'est des pistes qui sont intéressantes. Et le graphiste, lui, il a déjà réfléchi en amont à ces problématiques-là. Donc lui, il va tout de suite vous apporter une solution ou au moins une proposition sur lesquelles vous allez pouvoir réfléchir. Mais voilà, le graphiste là-dessus, il a déjà pensé. Oui, quelque part, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut adapter l'univers graphique à sa cible Bien d'apprenant, sûr. à l'âge des apprenants. Ton l'univers graphique, par exemple, que tu vas créer pour des enfants sera complètement différent de l'univers graphique que tu vas créer pour des apprenants de 40 ou de 50 ans. Oui, il y a ça. Et puis, il y a culturellement aussi, il y a des choses qui vont être différentes. Est-ce que si j'ai je sais pas, j'imagine, il y a des professions qui sont à dominante masculine ou d'autres à dominante féminine. Par exemple, les infirmières, eh bien, on sait qu'il y a 9 infirmières sur 10 qui sont des femmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et les médecins aussi, on est déjà en dominante féminine. Donc, comment on va représenter les choses? On les représente évidemment différemment et c'est extrêmement intéressant. Même si, en parlant de ça tout à l'heure, quand tu en parlais des enfants, est-ce que il faut faire du rose pour les filles ou est-ce qu'il faut faire du bleu pour les garçons?
c'est des vraies réflexions, c'est des réflexions de pédagogie et c'est des réflexions sociétales, bien sûr. Et ça aussi, le graphiste va pouvoir donner son expertise là-dessus. Et c'est pas juste des a priori. Et c'est ce qui va améliorer quelque part l'engagement de l'apprenant, parce que Complètement si ça. l'univers graphique lui parle, l'apprenant va être Exactement, encore plus engagé. exactement. Si je touche des 15-16 ans, évidemment, je vais essayer de leur faire un habillage de la formation qui va être plutôt comme une gamification, un jeu, parce que ça va plus fonctionner et ça va stimuler justement leur créativité. C'est vraiment, je trouve qu'en conception pédagogique, vraiment, on oublie souvent cette phase-là en se disant que les gens ne sont pas juste des gens qui vont absorber un savoir. Et justement, dans le digital learning, on joue bien là-dessus. On veut un engagement et on veut une participation de l'apprenant. Si l'apprenant participe, on a déjà beaucoup gagné. Et le graphisme va permettre ça de manière assez inconsciente. On va formuler les choses. Est-ce que je tutoie les gens? Est-ce que je vous vois les gens? Vous voyez, il y a toute cette partie-là aussi qui intervient. Voilà, quel style de graphisme ou quel style d'illustration je vais utiliser. Parce que ça, c'est aussi une chose sur lesquelles je m'interroge beaucoup en tant que graphiste, c'est que les modules de formation se ressemblent beaucoup parce que justement, nos outils actuels nous proposent des banques d'images, des banques d'icônes ou des banques d'illustrations qui, du coup, se ressemblent. Alors, vous allez me dire, évidemment, un apprenant ne va pas faire toutes les formations. On ne va pas faire la formation de, je sais pas, de médecine, une formation de langue, une formation sur lesquelles il va, parce que c'est nous les professionnels qui nous rendons compte que les modules se ressemblent. Mais je m'interroge vraiment sur ces outils-là. Est-ce que du coup, le fait qu'ils se ressemblent tous esthétiquement, est-ce que c'est pertinent ou est-ce qu'il faut vraiment s'axer sur une différence esthétique? Je parle. Oui, parce qu'en fin de compte, ce que tu dis, c'est qu'il y a une uniformisation des supports de C'est formation ça, c'est ça. quelque part, et que du coup, cette uniformisation ne prend plus en compte la spécificité des apprenants. Elle fait croire qu'on la prend en compte, puisque par exemple, il y a des personnages qui peuvent intervenir dans les modules de formation avec des expressions, je suis content, je souris, je suis en colère, etc. Et avec des fonds, par exemple, si je mets le même personnage avec une image de fond d'un bureau ou je sais pas, d'un garage, voilà. Mais si c'est le même personnage, est-ce que ça va tout de même fonctionner? Des fois, moi, j'ai déjà vu des exemples où je trouvais que personnellement, pour moi, ça ne fonctionnait pas. Alors tout à l'heure, tu nous parlais des couleurs. Est-ce que tu penses que tu nous disais que les couleurs, certaines couleurs pouvaient faire mal aux yeux sur l'écran. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a des couleurs qui vont influencer les émotions ou les comportements, qu'il vaut mieux utiliser telle ou telle couleur pour un apprentissage qu'une autre? Alors, c'est une question sur laquelle, à l'oral, c'est compliqué d'expliquer. On peut se dire, par exemple, je vais essayer de prendre des exemples concrets. On peut se dire, par exemple, que le jaune, qui est la couleur de l'année 2021 selon Pantone, c'est une mauvaise couleur. En fait, pas du tout. C'est une couleur justement qui va apporter un peu de peps. Et c'est pas forcément une question d'émotion, parce que le côté émotif, c'est un côté socioculturel. Si par exemple, une couleur qui contraste bien pour que ce soit lisible sur du jaune, ce serait le violet. Le violet est une couleur qui représente le deuil dans certaines populations. Donc du coup, est-ce que je ne pourrais pas l'utiliser ou est-ce qu'il faudrait que je l'utilise? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui interviennent. Donc la couleur, moi je dis que on va essayer d'utiliser le maximum
on va jouer avec le logo de l'entreprise ou avec, je sais pas, si effectivement notre public va être plutôt des hommes, où je sais que je vais avoir des gens qui vont être daltoniens, donc je vais plutôt opter pour certaines couleurs. Moi, personnellement, j'aime beaucoup utiliser des fonds de couleur noire ou assez foncés, parce que je trouve quand même que pour l'œil, c'est plus reposant, que les gens restent un petit peu plus concentrés, parce que inconsciemment, un écran noir, c'est du cinéma. C'est voilà. Donc du coup, je me mets plus dans l'ambiance. C'est pas un cours que j'ai, alors que beaucoup de formations en ligne restent sur fond blanc, parce que c'est la feuille de l'étude, de l'école. Tu vois, il y a c'est comme D'accord. la Oui, couleur du rouge quand c'est faux et du vert quand c'est juste en évaluation. C'est oui. alors c'est quelque chose qui est établi et qui est établi un peu de manière internationale. Donc on reste toujours un peu sur ces couleurs-là. Moi, je sais que j'aime bien toujours un petit peu les changer, ou juste apporter une touche qui puisse évoquer que c'est du rouge et du vert, parce que c'est pas seulement la correction, c'est aussi le feu rouge quand on conduit. Quand c'est vert, j'ai le droit d'y Oui. aller. Quand c'est rouge, il faut que je m'arrête, il faut que je réfléchisse, voilà. Donc en fait, il y a des choses comme ça qui sont sur les couleurs, plus de l'ordre du socio-culturel plutôt que sur l'émotion. Moi, sur l'émotion, c'est pas ma manière d'analyser les choses. En pédagogie, peut-être que pour l'enfant, oui, mais pour le petit enfant, c'est plus sur les émotions. Mais sinon, c'est plus mettre les gens dans une ambiance sur lesquelles ils ont. Moi, enfin, le graphiste, on intervient vraiment là-dessus, de faire en sorte que l'apprenant ne soit plus un apprenant, ce soit quelqu'un qui est là pour venir jouer, et qui l'apprenne sans s'en rendre compte finalement. Que ce soit pas contraignant, et vraiment, je sais pas, moi par exemple, je suis très, très fermée aux mathématiques, à la géométrie, à plein de trucs comme ça, et là, je viens de passer plusieurs mois à travailler sur des cours sur ce sujet-là. J'ai trouvé ça passionnant, mais parce que justement, j'essayais de me dire: «Mais moi qui n'aime pas ça, qu'est-ce qui fonctionnerait pour moi?» Et en fait, ce qui fonctionne, et ça aussi, c'est une partie du graphiste, c'est l'animation. Heu D'arriver à caler la narration avec ce qui va se passer à l'écran. Ça, en pédagogie, ça marche vraiment, parce que du coup, ce qui est dit va être montré. C'est un peu comme quand le professeur à l'école écrivait au tableau ce qu'il était en train de dire, ou c'est une espèce de démonstration. Et là, l'avantage, c'est que je peux faire un arrêt sur image sur ce que je suis en train de regarder, pour me dire, si je n'ai pas compris, je peux le retourner, le regarder. Donc voilà, ça c'est une autre partie de où l'intervention du graphiste est intéressante, parce que c'est pas seulement des choses statiques. Bon, alors ça s'appelle du motion design, bon, on peut l'appeler comme on veut. C'est très différent des animations où on fait rentrer un personnage qui va rentrer dans une salle, qui va faire quelque chose, etc. Ça, c'est plus du cartoon, du dessin animé, qui peut être sympathique aussi, mais qui ne va pas avoir cette même action explicative, démonstrative. Elle va plus avoir une action d'amusement. Que moi, personnellement, en tant que graphiste et pédagogue, je trouve que c'est plus des choses qui sont perturbantes, qui n'aident pas à la concentration. Je trouve que ça aide à la déconcentration. Alors ça peut être des moments intéressants, quand vous avez effectivement vos apprenants qui ne sont plus concentrés. Moi, j'ai des techniques je vais faire venir un personnage, un élément graphique sur lequel ils ne s'y attendent pas, parce que du coup, ça va les réveiller. Oui, avec du son Ou aussi avec du peut-être. Tu vas faire son, venir ce voilà, personnage avec du voilà, son. Oui. exactement, exactement. Enfin, juste le faire venir alors qu'il ne devrait pas être là, et cetera. Ça, c'est des choses Oui. aussi, que le graphiste sait faire.
Tu parlais de digital learning. Est-ce que du coup, ton approche est la même pour un module e-learning ou pour un module en présentiel? Ou est-ce que les approches sont Non, les différentes en approches termes de sont graphisme? complètement les mêmes. La différence, pour moi, elle est vraiment, c'est présentiel, distanciel, c'est la même chose. Quand je parlais même de la projection, quand on choisissait les couleurs tout à l'heure, en projection dans une salle, vous ne savez pas si la salle de cours dans laquelle vous allez intervenir, elle est avec des fenêtres. Est-ce que si vous savez que vous avez votre cours à 14 heures, et ben, si vous êtes à 14 heures en plein été, la luminosité n'est pas du tout la même qu'au mois de décembre à 14 heures ou à 18 heures. Eh bien, par exemple, si vous avez choisi de faire une présentation sur un fond blanc avec une écriture, je sais pas, bleue, eh ben, vos apprenants qui sont au fond de la salle, ils ne verront rien. Donc là aussi, écrire sur un fond foncé ou du noir ou un gris très foncé avec une couleur qui soit très contrastante, ou du blanc ou du jaune, par exemple, eh bien oui, ça va être lisible. Bon, évidemment, si vous écrivez en taille 12, non, ça ne sera pas lisible. Voilà. Et le dernier truc, c'est de mettre des éléments graphiques, enfin, tout ce que vous allez mettre en projection quand vous êtes en présentiel. Déjà, vous, le présentateur, vous n'êtes pas devant votre écran. Vous êtes décalé. Moi, j'ai une technique en formation en présentiel, c'est que je me mets des marquages au sol. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos TEDx. TEDx, ils sont toujours sur un tapis rond rouge. C'est parce que, en fait, le présentateur ne doit pas sortir de cette zone-là. Bon, eux, après, ils ont les écrans qui sont projetés, qui sont au-dessus de eux, qui sont à 2 mètres selon les salles, etc. Mais ça, c'est vraiment des techniques, de pas se mettre devant les choses et de bien mettre les éléments principaux au centre de votre écran. Quand vous utilisez des modèles, des templates, des modèles, je sais pas comment, ou de PowerPoint ou de plein d'autres outils, pour les concepteurs pédagogiques, souvent, on n'utilise pas assez les fonctionnalités d'outils de base tels que Word, tels que PowerPoint, justement. Il y a vraiment plein de fonctionnalités qui sont extrêmement intéressantes et quand on est sur des ordinateurs PC, en général, on est sur Microsoft. Microsoft, il y a toute une panoplie d'outils. Il y a même des outils de dessin de Microsoft. Du coup, le nom m'échappe là. Je sais plus si c'est Corel, non, pas Corel Draw, mais c'est Microsoft Draw ou quelque chose comme ça, qui permet vraiment de faire des choses vraiment sympas. Après, moi, en tant que graphiste, évidemment, je vais être sur des logiciels sur lesquels je travaille depuis 20 ans, qui sont toutes les suites Adobe, des Photoshop, d'Illustrator, mais après, je dessine beaucoup sur Procreate, sur l'iPad, mais parce que en fait, moi, je dessine depuis des années sur des tablettes Wacom où je suis avec un stylet. Il y a beaucoup de gens qui utilisent d'autres outils. Moi, je dis faites attention aux tarifs. Parce que souvent vous avez l'impression que c'est pas très cher parce que c'est un abonnement par mois que de 9 euros, etc. Et puis en fait souvent on achète plein d'outils alors que on pense qu'il faut absolument avoir un outil pour faire de l'animation alors que PowerPoint le permet. On pourra éventuellement revenir plus longuement dans un épisode sur les possibilités de PowerPoint si tu le C'est souhaites. ça, ou sur d'autres outils que vous pouvez utiliser, mais c'est vrai que c'est intéressant de comparer un petit peu, parce que si vous servez juste une fois d'un outil qui vous coûte 100 euros par an, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans, quoi? Ok, bah écoute, nous arrivons à la fin de cet épisode Déjà? qui était vraiment très intéressant. Donc, je te remercie beaucoup, Karl, d'être venu échanger avec nous sur l'importance de la prise en compte du graphisme dans la conception des modules de formation. Donc, si l'on souhaite te contacter, comment est-ce qu'on peut faire? Je pense que tu es sur Je suis LinkedIn. sur LinkedIn, donc j'ai un site internet qui présente mon travail qui s'appelle misscarlgrant.com. Voilà, comme mon nom, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur
partout. Partout. Voilà. D'accord. Bah, écoute, je mettrai les liens de ton site et les liens de ton LinkedIn dans les notes de l'épisode. En plus, je sais que tu postes régulièrement des conseils sur ton profil LinkedIn, donc Tout à fait. j'encourage vraiment nos auditeurs à te suivre pour avoir tous ces conseils En régulièrement. fait, il m'est important pour moi de faire en sorte que la communauté des concepteurs pédagogiques et de tous les gens qui interviennent en pédagogie monte en compétences. Voilà, c'est vraiment, je trouve que les réseaux nous permettent ça et je trouve que c'est chouette de pouvoir le faire. Oui, tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup, Karl, Merci et à très Anne-Marie, bientôt. merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.